La nuit était sombre. Il y avait un silence inquiétant dans la gorge. John courut entre les rochers et sentit le danger derrière lui. Les redoutables démons de la forteresse des ténèbres étaient très proches. Les gardes reçurent l'ordre de tuer le fugitif à tout prix. Pour la première fois depuis plusieurs décennies, quelqu'un osa quitter la forteresse. Le personnage principal s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas échapper à la poursuite et a décidé de se battre. Les tueurs ont encerclé leurs victimes de toutes parts, espérant une victoire facile. Il y avait beaucoup de voyous. L'aîné de l'Alliance céleste des démons et des meurtriers savait contre qui il envoyait ses fidèles serviteurs. Des épées et des haches jaillissaient de partout. John s'est battu de toutes ses forces, réalisant que sa liberté tant attendue était en jeu. Les démons ne savaient pas d'où venait l'énorme énergie du fugitif. Il semblait planer au-dessus de leur tête, les tuant les uns après les autres. Le personnage principal s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas faire face à des centaines de militants à l'aide d'une épée. Il devait frapper tout le monde à la fois. Cela ne pouvait être fait que par une technique qu'il lui avait fallu plusieurs mois pour étudier. C'était un faisceau de lumière continue. Feu. Le combattant a regardé à volume d'oiseau ses ennemis tomber morts, vaincus par le pouvoir magique. La plupart des assaillants ont été neutralisés. Les démons tués ont été remplacés par des forces de plus en plus nouvelles. Le fugitif rassembla toute son énergie, son épée vola comme un oiseau frappant l'ennemi. Les forces étaient encore une fois inégales. Les 100 gardes suivants étaient très proches. Ils ne pouvaient être arrêtés que par un mur de lumière ardente, dont profitait le personnage principal. La victoire a eu un prix difficile. John a été grièvement blessé et a rapidement tenté de quitter le champ de bataille, réalisant qu'il s'agissait d'un répit temporaire. Chaque étape devenait de plus en plus difficile. Le personnage principal était épuisé, mais il devait passer à autre chose. Il ne restait plus grand-chose d'un endroit secret où l'on pouvait se cacher et récupérer. Une petite cabane avec des provisions de nourriture et d'eau avait été préparée depuis longtemps et attendait son propriétaire. Personne ne connaissait ce coin. Une ombre passa au-dessus de la tête du fugitif. Encore une fois, il y avait une bataille à venir. Cette fois, il n'y avait qu'un seul ennemi. Mais John s'est immédiatement rendu compte qu'il s'agissait d'un adversaire puissant, probablement du plus haut échelon de la sécurité. La supposition était correcte. Devant le personnage principal se tenait un combattant doté d'un certain niveau de protection contre la magie. Rassemblant l'énergie interne restante, le fugitif frappa le premier. Le démon n'eut pas le temps de mettre un bloc et fut frappé sur place. Mais un nouveau mouvement se fit sentir derrière lui. La reine démoniaque Gloria a regardé la bataille de côté. La beauté était douce et rayonnait des flots d'énergie, mais John savait que derrière le visage angélique se cachait la sorcière la plus insidieuse et la plus méchante. Le personnage principal a préparé son épée. Il savait qu'il ne fallait pas se détendre. Gloria n'a pas caché ses intentions. Elle a promis l'aide de sa connaissance de longue date en échange de l'enseignement de la technique magique aux combattants des moines carreaux. L'enseignement combinait plusieurs techniques, dont des techniques de magie et de pouvoir qui n'avaient pas encore d'égal. John réussit à maîtriser plusieurs techniques de base. La dame a promis de cacher le fugitif et de panser ses blessures. La reine démoniaque savait qu'aucun des amoureux de la liberté ne pouvait réaliser son rêve, puisqu'un ver mortel était implanté dans le corps de tous ceux qui devenaient une arme militaire de la forteresse des ténèbres de l'Alliance, détruisant tous ceux qui exprimaient des pensées de fuite ou voulaient le porter. Dehors, John a essayé de gagner du temps. Il a compris qu'un combat était inévitable. Le fugitif n'a pas révélé le secret selon lequel le parasite qui était en lui avait été détruit depuis longtemps. La sorcière a tenté de séduire sa rivale, mais le personnage principal connaissait depuis longtemps toutes ses astuces. Le combat fut féroce. Les énergies de la lumière et des ténèbres se rejoignirent. Le manque de force après des combats inégaux et des blessures ne laissait aucune chance de succès. Le combattant a tenu jusqu'au bout. Il était le meilleur tueur de la forteresse. C'est pourquoi de nombreuses troupes démoniaques ont été envoyées à sa poursuite. Mais la mort était plus forte. Les mains de la reine des monstres ont clignoté à une vitesse incroyable et ont été blessées instantanément. Une autre ombre a clignoté à proximité. La dernière chose que le personnage principal a vue était l'épée de l'aîné, lui coupant les membres. John s'est retrouvé sans jambes ni bras. Les pensées du fugitif concernaient un rêve non réalisé. Il voulait juste vivre dans un village ordinaire, admirer les fleurs et profiter des couchers de soleil. Sa demande silencieuse de recommencer cette vie s'est envolée de son corps avec son âme. Finalement, la sorcière coupa la tête du combattant rebelle.
Il y avait du silence. Seul le chant des oiseaux troublait la paix. Un jeune homme était allongé sur un lit, les yeux fermés, dans une petite maison confortable d'un petit village, et respirait à peine. Des événements, des batailles, des visages de quelqu'un me sont venus à l'esprit. 2 jeunes combattants étaient assis près d'une montagne de cadavres et parlaient. L'un rêvait d'herbes vertes et de fleurs sauvages, de liberté sans meurtre ni violence. Le deuxième gars a demandé à l'emmener avec lui dans un pays inconnu. Soudain, le premier jeune homme tomba mort, le sang coulant de sa bouche. Un ami, le jeune John, a tenté de sauver son partenaire, mais le commandant de la garde est apparu et a averti que le ver mortel tue tous ceux qui prononcent le mot « liberté ». Le jeune homme inconscient a crié d'horreur et a repris ses esprits. En regardant autour de lui, le personnage principal a vu une petite pièce avec des fenêtres lumineuses, ne comprenant pas où il se trouvait. Une fille entra dans la maison avec un plateau à la main. Le jeune homme attrapa un objet mince et le plaça sous la gorge de la servante effrayée, essayant de savoir qui l'avait envoyé et dans quel but. Le reflet dans le miroir montrait un jeune homme mince avec un regard effrayé et une peau décrépite sur le corps. John n'en croyait pas ses yeux. 2 hommes sont entrés dans la maison. Il ressortait clairement de leurs vêtements que l'un d'eux était médecin. Il a commencé à examiner le personnage principal et à laisser des infusions pour un rétablissement complet, qui devait être pris quotidiennement. L'homme plus âgé était en charge et surveillait attentivement le gars. Le même jour, le guérisseur rapporta à son maître, le 4e héritier du trône Ray et disciple du souverain, l'état du jeune homme, qui, comme il s'est avéré, était 3e en statut, disant qu'il avait complètement perdu ses forces après un coma de 3 mois. Les herbes laissées sur place étaient censées tuer le corps affaibli. Au même moment, le chef de la garde de l'État, Jackson, a parlé au suzerain suprême Sullivan de l'état du 3e héritier du trône, notant la présence de muscles faibles et de perte de mémoire. La conversation de 2 hommes inconnus dans la cour d'une maison voisine n'a pas aidé le personnage principal à clarifier la situation. John utilisait son ancienne méthode de surveillance secrète et surveillait les gens qui passaient, écoutant leurs conversations. Le personnage principal s'est rendu compte que la réincarnation avait eu lieu, on lui a donné une seconde vie dans un nouveau corps, dans un lieu inconnu, il fallait tout régler. La première priorité était de réparer son corps mince et flasque, et John a commencé des séances de récupération. La magie de reconstituer l'énergie a aidé plus d'une fois le vieux combattant après des batailles épuisantes. Les guérisseurs rendèrent visite au jeune maître presque tous les jours, s'émerveillant de son rétablissement rapide. Il y avait une conversation animée dans l'une des maisons. Le 4e monsieur ne comprenait pas pourquoi son adversaire, sorti subitement du coma, reprenait des forces malgré la prise de décoctions d'herbes spéciales. John s'entraînait quotidiennement, l'élasticité musculaire et les réflexes revenaient progressivement. Les cours n'ont pas été vains. Le jeune homme s'est à nouveau senti en forme de combat. Un matin, un jeune homme a entendu des discours d'indignation devant la porte. Et un inconnu est entré dans la maison. La petite bonne lui tenait la joue. Il y avait des larmes sur son visage. Une jeune fille nommée Stéphanie, en présence de ses gardes, qui ont empêché John de s'échapper, a exigé que l'accord soit signé. Le jeune maître a promis d'écouter la belle et a demandé à partir pendant un moment, invoquant des vêtements de rechange, tout en essayant de savoir auprès de la jeune Émilie qui était son invitée. À son retour, le personnage principal a écouté les affirmations de la sœur cadette de Ray. Le contrat stipulait que la jeune fille s'occupait des soins et du traitement du 3e monsieur et exigeait une grosse somme d'argent pour cela. John a accepté de signer le document sous certaines conditions. Le personnage principal dit à Stéphanie qu'il doit signaler la situation au maître et appelle le garde. La jeune fille effrayée n'avait d'autre choix que de détruire l'accord de ses propres mains. Elle comprit que le dirigeant n'approuverait pas ses actions secrètes et punirait toute la famille. Jackson rapporta à son maître la demande du 3e de lui rendre visite. L'examen est terminé, le médecin constate le rétablissement complet du jeune homme. John se sentait à l'aise dans son nouveau corps, mais il ne comprenait pas pourquoi sa seconde vie le rapprochait à nouveau des démons, dont le souverain suprême était le mystérieux Sullivan. Un beau jour, la permission de recevoir fut reçue et John partit. La réunion était prévue au temple de la justice, situé au bord de la plus haute falaise. Il semblait que des marches sans fin menaient directement vers le ciel. Les ombres des gardes brillaient de tous côtés. Finalement, l'ascension fut achevée. Le chef des gardes et son accompagnateur restèrent à attendre dehors. La porte massive avec les symboles du pouvoir s'ouvrit et John entra. Le personnage principal a été accueilli par une prairie fleurie. Le soleil brillait de 1000 feux.
Des chevreuils et des lièvres couraient au loin. C'était une image de son vieux rêve. Le chemin menait directement à un petit temple solitaire. Le seigneur démon attendait déjà l'invité. John remarqua que ses jambes semblaient le faire avancer d'elles-mêmes. Jackson se tenait à l'entrée en réfléchissant. Seules 2 personnes sont entrées par cette porte. Une y est restée pour toujours. Le jeune homme était le 3e visiteur. Personne ne savait quel sort l'attendait. Le personnage principal salua respectueusement son maître. Sullivan était beaucoup plus grand que tout le monde et avait l'air fatigué. Les hommes ont bu du thé et ont commencé à parler. Le commandant suprême s'enquit de la raison de la rencontre. Sous le regard menaçant, le jeune homme était confus et ne pouvait prononcer un mot. De nombreuses pensées ont traversé la tête du personnage principal, et il a demandé la permission de sortir dans la nature, au moins temporairement. Le seigneur démon a promis de l'informer de sa décision plus tard. Le premier garde qui se tenait devant la porte sombre du temple de la justice fut surpris de voir sortir le 3e monsieur. Le souverain était dans ses pensées. Quelque chose l'alarmait chez le jeune homme. Il avait beaucoup changé après un long coma. Le seul témoin de pensée à voix haute était un serpent venimeux assis dans une cage qui a été capturé en raison de sa ressemblance avec un dragon. La demande du jeune homme a été exaucée. Il a été envoyé dans la forêt de bambous. Ce fut juste un choc, pas du tout à la hauteur de la nature et de la liberté. En tant que garde et serviteur, John s'est vu attribuer le chef du détachement de juges, Bob, qui se trouvait à plusieurs reprises dans cet endroit dangereux en mission. Pendant 2 jours, le jeune homme resta assis parmi les fourrés continus de bambous épais. La lumière du soleil ne pénétrait pratiquement pas à travers les arbres immenses. Réalisant que lui seul pouvait sortir de la forêt, le personnage principal a commencé à entraîner sa capacité à retrouver des forces. Les séances ont été réussies. Les cheveux foncés indiquaient que le niveau d'énergie était revenu à son niveau d'origine, qui était avant le coma. Il fallait continuer les cours. Au bout de quelques jours, John pouvait déjà sentir l'ennemi à distance, voir et entendre au niveau des animaux les plus sensibles. Le jeune homme a envoyé son garde du corps à la bibliothèque. Il a ordonné qu'on lui apporte des manuels avec des techniques et des sorts magiques. Bob a été surpris. Le 3e monsieur aurait dû les connaître depuis l'enfance. Le garde est venu demander de l'aide au garde principal. La demande du gars a intrigué tous les 2. Jackson nous a permis de prendre des livres contenant les enseignements les plus simples. Bob a reçu la précieuse clé et s'est rendu au référentiel de connaissances. Le personnage principal a été horrifié par le nombre de volumes et a commencé à étudier, en voyant son garde du corps chercher un équipement de protection, car il n'y avait pas d'armes dans la maison. Le soir, ayant décidé de faire une pause dans les manuels, John est sorti dans la cour et a entendu des bruits étranges et forts. Un énorme poulet à 3 têtes, 6 pattes et des ailes de 2 mètres chacune volait vers lui. Comme il n'y avait rien à portée de main, le jeune homme a dû se battre avec des pieux de bambou de la clôture. Il était très difficile de percer le bouclier de plumes. Le monstre n'a pas abandonné. Entendant les bruits d'une lutte et l'odeur du sang, le garde revenant d'une mission s'est précipité pour aider. Le 3e monsieur s'est occupé seul de l'énorme oiseau. Il a demandé une explication à Bob. Le garde du corps s'est rendu plusieurs fois dans la forêt de bambous. Tous ceux qui ont été envoyés dans cette maison n'ont pas survécu, et la clôture, construite sur 3 rangées pour se protéger, ne l'a pas sauvé des attaques de terribles monstres sous forme animale. Il y avait plusieurs plantes précieuses dans la forêt, à partir desquelles des médicaments et des décoctions étaient fabriqués pour toutes les maladies et pour restaurer le corps, donc 1 fois par an, un détachement venait ici pour récupérer la potion. John reprit ses livres avec une vigueur renouvelée. Il voulait vaincre les monstres et sortir de la prison forestière. Il était impossible d'étudier toute la magie. C'est pourquoi le personnage principal a décidé de combiner les 2 enseignements, y compris toute l'expérience accumulée précédemment en matière de technique de combat. L'énergie s'est enflammée avec une force puissante. L'expérience a été un succès. Le matin, le personnage principal s'est rendu dans la forêt pour tester de nouvelles capacités. Les monstres ne tardèrent pas à arriver. Une meute de loups-garous hirsutes attaqua à l'étranger. Le jeune homme réussit à vaincre les démons. Il était temps de rentrer à la maison. Le chef des gardes était au courant de chaque étape du 3e maître et rendait constamment compte de sa vie en exil à son maître. John n'a pas eu le temps de se rendre dans un endroit sûr. Une grosse bête effrayante avec des crocs et des cornes est apparue devant. Bob a couru pour aider son propriétaire, mais n'a pas eu le temps. La collision a été violente. Le personnage principal s'est envolé et a heurté le sol. Son bras droit a été cassé. La bête,
mélange entre un cheval et un tigre, s'avança sur le jeune homme, qui avait perdu la capacité de riposter avec une épée. Le garde du corps a distrait le monstre avec un grand cri et a commencé à s'enfuir de la maison. Le monstre a poursuivi Bob, la distance entre eux se rapprochait. Le garde expérimenté a calculé correctement et l'animal s'est retrouvé dans une fosse camouflée avec des pieux de bambou pointus. L'homme courut vers le maître jusqu'à ce que le prochain démon apparaisse. Plusieurs jours se sont écoulés, la main a guéri presque immédiatement, le pouvoir de la forêt secrète était incroyable. Le corps a été restauré et renforcé de lui-même. Lors de son prochain voyage dans la forêt, John tua la bête. Il aurait dû y avoir suffisamment de viande pour plusieurs jours. Les cours sur le travail avec l'énergie interne se sont poursuivis régulièrement. Les deux jeunes hommes ont remarqué que leurs muscles avaient augmenté plusieurs fois. John a expliqué à son partenaire que d'ici 2 mois, il devrait trouver le cœur de la forêt et sortir des fourrés pour ne pas être mis en pièces. Au centre même, il était censé pousser du bambou, qui avait un pouvoir spécial. Il fallait le peler et le presser pour obtenir le niveau d'énergie suivant. Lors d'incursions en forêt, le jeune homme récoltait des herbes rares pour préparer une potion. Bob a dit que c'est seulement ici que vous pouvez trouver une plante qui détend le corps après une bataille tendue et bloque une partie du cerveau. John s'est rendu compte que la décoction que le médecin lui avait prescrite n'était pas censée rétablir son état, mais le tuer. Il voulait donc se débarrasser de lui. Alors que le personnage principal combattait dans la forêt de bambou, le 4e monsieur interrogea son serviteur et inventa de nouveaux complots contre son principal concurrent. Le plan était prêt. Il fallait le soutien de personnes influentes. Le jour de la sortie définitive dans la forêt arriva. Bob tenta de dissuader monsieur, mais il n'eut pas le temps d'hésiter. Le garde du corps s'est porté volontaire pour accompagner John, qui leur a permis de se rendre ensemble uniquement jusqu'à la frontière du centre dangereux. Il fallait se déplacer dans le bosquet rapidement et inaperçu. Les partenaires atteignirent un étrange cimetière de monstres animaux. L'odeur était terrible. Soudain, une brise est apparue, et le protagoniste a ordonné au garde du corps de rester. Le flux du vent magique s'intensifia et il devint de plus en plus difficile de marcher. John pouvait à peine se tenir debout, mais il essayait d'avancer. Pour désactiver l'influence de la magie et appliquer des pouvoirs supplémentaires, une potion préparée à l'avance s'est avérée utile. Le personnage principal a bu une décoction miraculeuse. Les rafales de vent disparurent et le jeune homme avança, se déplaçant sous la forme d'un fantôme silencieux. Cette compétence lui était utile de sa vie passée. Trébuchant sur une pierre, le malheureux fantôme tomba à terre. John ne s'y attendait pas. Il s'agenouilla et regarda autour de lui. L'attention du personnage principal a été attirée par un petit animal recroquevillé en boule et ronflant paisiblement. L'envie de caresser le renard était grande, mais le jeune homme décida de le faire sur le chemin du retour. Le précieux bambou magique était à proximité. L'énergie des arbres chargeait tout autour. Voyant une petite pousse, John décida de l'utiliser comme source d'énergie. Les racines étaient fermement ancrées dans le sol et ne voulaient pas céder. Malheureusement, il n'y avait pas d'élixir magique dans l'embryon de bambou. Le pouvoir était uniquement présent dans les plantes adultes. Il fallut abattre l'arbre, mais l'épée ne fit qu'égratigner l'écorce. J'ai dû utiliser la force d'un coup coupant, après quoi le bambou s'est effondré comme s'il avait été coupé. John regarda l'épais tronc avec confusion. Un bébé orange apparut soudainement à proximité. Le personnage principal se souvenait de l'avertissement de son garde selon lequel, dans une forêt dangereuse, le plus petit animal pouvait se révéler un terrible monstre. Mais les yeux du petit renard étaient si grands et si gentils que sa main tendit la main pour caresser le petit pelucheux. L'animal a attrapé les doigts de John avec des dents pointues. Bob s'est approché et a été surpris de voir comment le monsieur était capable d'abattre un arbre épais. Il était impossible de transporter l'énorme malle. Alors John a décidé de la nettoyer sur place. Avant que les partenaires n'aient eu le temps de boire le jus tant convoité, des sons déchirants se sont fait entendre. Les démons bêtes avancèrent de tous côtés, leur nombre augmentant à chaque minute. Le personnage principal a ramassé le bébé aux cheveux roux par terre et l'a jeté au garde du corps, lui ordonnant de courir dans la maison pour se protéger. Personne ne savait que le grand seigneur démon pouvait garder un œil sur le 3e prétendant. Sullivan, se trouvant à des milliers de kilomètres des bosquets de bambou, connaissait chaque mouvement de l'un des héritiers du trône. Les yeux du petit renard observaient John jusqu'à si peu qu'il disparaisse de la vue. C'étaient les yeux d'un dirigeant évaluant les actions de l'un de ses futurs successeurs. Monstres attaqués de toutes parts, leur nombre ne diminua pas. John était fort et impitoyable. Le jus de bambou commençait déjà à faire effet. Pour gagner,
Le personnage principal a dû utiliser tous les enseignements magiques qu'il avait étudiés. Les techniques précédentes se sont également révélées utiles. Le mur de lumière ardente a sauvé son propriétaire plus d'une fois. Il ne restait plus un seul animal vivant dans les environs, et John partit chercher le chemin vers la maison de protection. Il ne se souvenait pas du tout de la route. Pendant un moment, il y eut un silence suspect, et le sentiment aigu du protagoniste suggéra qu'il y avait un danger derrière lui. Le python géant au corps divisé a attaqué le premier, mais le jeune homme était prêt à attaquer. Le serpent s'est avéré plus rapide et a enroulé son long corps puissant autour des bras du protagoniste, comme une corde, l'épée en acier fondant dans sa bouche comme de la pâte à modeler. John a vu devant ses yeux une dent venimeuse et une longue langue, qui une seconde plus tard ont été remplacées par la pointe d'une lame. Le fidèle garde du corps ne pouvait pas attendre son partenaire, et sans suivre l'ordre, il est allé le chercher. Son apparition s'est avérée très opportune. Le monstre était mort. Bob aida son nouvel ami à se relever. Il devait continuer le combat. Les démons en peau de bête redevinrent actifs et encerclèrent les combattants. La bataille était inégale, le nombre de monstres n'a pas diminué et il n'y avait nulle part où attendre de l'aide. Le mur de lumière ardente qui a sauvé John des gardes de la forteresse dans une vie antérieure a de nouveau contribué à détruire les monstres qui approchaient. Les forces du personnage principal s'épuisaient. Le garde du corps essayait de le soutenir. Les jeunes n'avaient aucune possibilité de s'échapper. Les démons, prêts à se précipiter et à mettre en pièces les guerriers, se figèrent soudain. Le petit renard se tenait devant ses sauveurs et semblait hypnotiser les ennemis. Un éclair illumina le cœur de la terrible forêt de bambous. John s'est réveillé avec quelque chose d'humide sur le visage et a vu un bébé aux cheveux roux lui lécher la joue. Un garde du corps indemne allongé sur l'herbe à proximité. Le soleil brillait et les oiseaux chantaient. Tous les prédateurs avaient disparu. Les grands yeux de l'animal regardaient avec dévotion le personnage principal. La capitale de l'ancienne Balaban se préparait pour la fête annuelle et accueillait des invités de tout l'Empire et des pays voisins. Le temple principal du grand seigneur démon a été visité par les membres de la famille et les organisateurs de l'événement. Les derniers préparatifs étaient en cours. Sullivan écoutait les rapports et donnait des instructions. Jackson était l'assistant principal du maître. Il préparait un plan et attendait des instructions supplémentaires. Le premier maître et héritier du trône était absent. Le souverain salua le second et le félicita pour sa réussite dans la maîtrise des enseignements magiques. Greg a remercié le professeur et a promis de continuer les cours. Ray était le suivant, debout avec tous les membres de la famille présents, chargé de maîtriser la théorie de la magie. Cinquièmement, Kate a également reçu les éloges de son seigneur pour ses succès en matière de combat, malgré le fait qu'elle soit une fille. La petite Roxy était sixième, et elle a eu beaucoup de problèmes à cause de sa mauvaise santé et de son manque d'intérêt pour l'entraînement. La fille avait peur et a promis de s'améliorer. John apparut à la porte et se dirigea rapidement vers le centre de la salle, saluant son maître. Sullivan n'a pas vu le personnage principal pendant plusieurs mois et a noté à quel point il avait mûri et rayonnait d'une énergie puissante. Le jeune homme a reçu des éloges particuliers. Le dirigeant a apprécié l'esprit fort et les compétences de combat de chacun. Le chef de famille a invité le troisième candidat à le suivre, renvoyant les autres pour préparer la célébration. Sur la place centrale, Jackson rencontra le maître de l'éducation. Patricia était en charge des finances de l'Empire et était intriguée par les dépenses des vacances. SEs proches ont discuté de l'apparition d'un troisième étudiant, qui avait fière allure, même si récemment, selon les rumeurs, il était dans le coma prolongé. Les ragots irritaient Ray. Il préparait le prochain plan pour détruire son adversaire. Sullivan et John sont descendus au lac, dans le belvédère sur l'eau. Personne ne pouvait gêner leur intimité. Le grand seigneur démon a exprimé son admiration pour le nouveau niveau que le jeune homme avait atteint dans la forêt de bambous. Le personnage principal a été surpris de voir comment le maître a pu découvrir ses compétences. En récompense, Jean reçut une carafe contenant l'élixir divin des pouvoirs célestes, considéré comme une boisson des plus élevées, et la permission de rentrer chez lui. Les voyageurs fatigués reprennent le chemin du retour. En voyant le cadeau, Bob fut ravi. Il avait seulement entendu parler de son existence et ne l'avait jamais essayé. Le personnage principal s'est approché de son domicile après 9 mois d'absence et s'est rendu compte qu'il lui manquait. Un petit renard rencontra le propriétaire sur le seuil. John entra dans la cour avec l'animal dans ses bras. En s'approchant de la porte, le jeune homme sentit une force noire qui sentait celle de son concurrent et se méfia. La fidèle servante,
rencontra son maître avec des larmes de joie et courut préparer le dîner et l'eau pour se laver. Pour la première fois depuis plusieurs mois, le personnage principal a pu se détendre. John était allongé là et se souvenait du regard avec lequel Ray l'avait accompagné lorsqu'il l'avait vu dans le temple principal. C'était un éclair de haine et de rage. Il faisait déjà nuit, il y avait du silence dans la maison. Il n'était pas nécessaire d'attendre que les monstres attaquent et on pouvait se reposer paisiblement. Le quatrième monsieur ne dormit pas non plus, discutant de la nouvelle avec son fidèle serviteur. Le médecin fut surpris de savoir pourquoi son maître avait appelé les tueurs loin de la cour, car tout était prêt pour la tentative d'assassinat. Ray ne pouvait pas en expliquer la raison. Quand il vit John pendant la journée, il s'est rendu compte qu'il avait beaucoup changé et a décidé de reporter le meurtre. Bob, qui est venu dîner, ne pouvait pas croire qu'autant de nourriture délicieuse leur appartenait. Il y avait aussi assez de boissons, et la compagnie s'est assise à table. Emily a reçu l'ordre de s'asseoir à table et de manger avec tout le monde. Les partenaires ont commencé à parler. John s'intéressait à la structure suprême de l'Empire et à la possibilité de rencontrer des personnes influentes. Dans une vie antérieure, il était un solitaire, et maintenant il voulait du soutien derrière lui. Le garde du corps fidèle n'a noté que 2 personnes de l'État qui avaient accès à toutes les relations. C'était le général de stratégie, qu'il était irréaliste de voir, il était toujours occupé, et le maître de l'éducation. Ray se souvenait également de Patricia, qui souhaitait également obtenir l'aide d'un représentant d'une puissance supérieure. La servante était censée inviter une noble dame à dîner. C'était tôt le matin, Emily était surprise que son maître soit déjà debout et s'entraînait activement. Elle remarqua à quel point il était devenu mature. Bob a offert une épée à son ami pour remplacer celle endommagée par un terrible serpent. L'arme était faite d'un excellent acier et avait l'air impressionnante. Le maître a accepté l'invitation de Ray. Elle était intéressée par ce que le jeune maître lui offrirait. Elle a prévenu que, compte tenu de son statut, elle maintenait la neutralité et ne participait pas à la confrontation entre les étudiants du maître, mais le quatrième connaissait le côté faible de l'invité. Patricia a été surprise par la connaissance que le maître avait de ses affaires personnelles et a été forcée d'accepter. Le jeune homme a demandé de l'aide pour la transmission quotidienne des informations de la servante du 3e étudiant sur toutes ses paroles et ses projets. Mais la conclusion de l'accord a été empêchée par un étranger inattendu. John, avec un petit renard sur l'épaule et une cruche de vin, a facilement traversé les gardes et a salué les personnes présentes. Le personnage principal a proposé son aide au directeur de l'éducation. Il s'est rendu compte que la noble dame avait un proche malade et qu'elle avait vraiment besoin de l'objet rare que le 4e candidat lui avait promis pour son traitement, mais les propriétés curatives de la potion étaient grandement exagérées. John a invité le maître chez lui pour continuer le dîner. Ray était indigné et maudissait son ennemi. Patricia et le personnage principal ont quitté le restaurant. Le jeune homme refusa tout paiement et rédigea des schémas de décoction et d'exercices physiques à l'aide desquels il se remit d'un long coma causé par une perte totale d'énergie. Il savait maintenant qui l'avait envoyé dans cet état. Le propriétaire a prévenu Emily qu'il serait en retard. Entendant frapper au portail, la femme de chambre a couru joyeusement pour ouvrir les portes. Sur le seuil se tenait le médecin de Ray, qui a profité de l'absence du maître. Les agresseurs ont décidé d'organiser eux-mêmes la réception des informations, le maître ayant refusé de répondre à la demande de surveillance du 4e. Le serviteur a attrapé la fille et l'a emmenée à la grange. Il a montré à l'enfant un scarabée qui mange le corps de l'intérieur, si l'antidote n'est pas pris à temps, et la personne meurt dans de terribles souffrances. Le méchant a mis de force l'insecte dans la bouche d'Emily et lui a ordonné de se présenter quotidiennement à son propriétaire, promettant de lui donner des médicaments en retour. Plusieurs semaines se sont écoulées et Patricia a rendu visite à John. Elle était satisfaite des résultats. Le cours de rééducation a commencé avec succès et la mondaine a proposé son aide au sauveur. Le personnage principal connaissait la décence et l'intelligence du maître de l'éducation. Elle prenait des notes sur toutes les questions financières de l'Empire, ainsi que sur les relations entre les représentants de divers services et départements. La dame reconnaissante remettait ses manuscrits à des amis. Le jeune homme s'est assis pour étudier les volumes et a été très surpris. Il y avait beaucoup d'informations jusqu'alors inconnues. Ayant appris qu'il existe un détachement spécial de combattants qui n'obéit à personne et ayant annoncé à la servante qu'il serait absent pendant plusieurs jours, le personnage principal s'est rendu à la réunion.
Le garde prévint son chef qu'un troisième monsieur était arrivé, et ne trouvant pas son ami, il se rendit seul au camp des hommes sans foi ni loi. Le gang meurtrier des sangliers ne faisait partie d'aucun clan et n'agissait que sur les instructions de son commandant, la forte et intrépide Kate, qui a perdu son œil gauche dans l'une des batailles. Elle n'avait pas d'égal même parmi les hommes. Un soir, les combattants se rendirent dans une taverne pour célébrer une autre victoire. Un jeune inconnu était assis à la table du hall. Le personnage principal, et c'était lui, a proposé des négociations au commandant, citant les informations disponibles, et a accusé Kate de conspirer avec le quatrième monsieur, pour lequel un pot de vin important a été reçu. John a proposé de se rendre à la justice, mais la jeune fille a tout nié. Les militants étaient assis à des tables voisines. Le commandant était fatigué du monsieur intrusif, et elle a décidé de mettre fin au conflit par la force. L'énergie d'un coup puissant a entouré son corps d'un mur. Le personnage principal ne s'attendait pas à l'attaque et s'est envolé vers le mur. La patronne était soutenue par toute l'équipe. Ils étaient sûrs de sa victoire rapide. Se levant, John n'a pas mis longtemps à répondre et a répondu avec un rayon de foudre. Kate a été emportée sur plusieurs mètres, les murs de la taverne s'effondraient, les tables et les chaises volèrent partout. Le combat s'est poursuivi. Le commandant a failli tuer un renardeau qui est soudainement apparu sur la ligne de bataille, mettant complètement en colère le jeune homme. Bob a entendu des bruits de lutte et s'est dépêché d'aider son partenaire. Le chef des gardes, qui avait beaucoup vu, connaissait l'invincibilité du sanglier et de son patron. Mais l'image qui se présenta à ses yeux le choqua. John resta là indemne. La bataille de la magie et des flux d'énergie s'est poursuivie. Le personnage principal a proposé à plusieurs reprises d'abandonner, mais la jeune fille n'a pas perdu espoir de victoire. L'avantage était du côté du maître. La chef d'escouade a utilisé son arme magique principale, la vague bleue, mais l'ennemi a tenu bon. John réalisa que la jeune fille désespérée se battrait jusqu'au bout et se mit en colère. Il fallait mettre fin au combat. Le personnage principal a décidé d'augmenter la puissance. Le volume du dragon a finalement vaincu Kate. L'équipe de voyous regardait leur commandant avec sympathie. La jeune fille blessée s'est allongée sur les pierres et a réalisé que sa mort était très proche. Je me suis souvenu de mon enfance lointaine, lorsqu'une fille avait été envoyée dans un détachement pour apprendre les arts martiaux afin de se protéger. L'enfant a grandi. Kate avait déjà beaucoup appris. Elle vivait au jour le jour, réalisant qu'elle pouvait être tuée de la même manière qu'elle avait tué les autres. La force et le courage ont aidé la jeune fille courageuse et courageuse à vaincre le chef d'équipe et à prendre sa place. Depuis lors, elle défend fermement ses subordonnés. Décidant qu'elle n'était pas encore prête à mourir, le chef militant s'est emparé de son arme préférée. Une scie épée chargée l'a toujours aidé dans les moments difficiles. Des flux d'énergie se précipitèrent comme un tourbillon vers John, debout calmement. La main du mur d'acier arrêta le barrage. La chef des tueurs, épuisée, pouvait à peine se tenir debout. Le personnage principal n'a reçu que de légères brûlures aux mains. La jeune fille a admis sa défaite, mais a essayé de rester fière et indépendante. John a essayé d'achever son ennemi, mais son regard était irrésistible. Vaincu, Kate a quand même tenté de se défendre et de défendre son équipe. Le jeune homme réalisa qu'il ne pouvait pas tuer. Ses mains tombèrent d'elles-mêmes. Le troisième monsieur a donné de l'argent au propriétaire de la taverne pour restaurer les lieux détruits. John a ordonné de ne pas prendre cette somme au pauvre marchand et est rentré chez lui. Le commandant et son escouade restèrent près des murs brisés. Le trio, comprenant l'animal et Bob, était pressé pour un dîner tardif. La jeune fille s'est occupée de son vainqueur. Pour la première fois, elle a rencontré un guerrier doté d'une telle force intérieure et d'une telle honnêteté. La nuit était profonde, mais des bougies brûlaient dans la maison de Ray. Le quatrième monsieur était déjà au courant de la rencontre de son ennemi avec le chef d'escouade. Le jeune homme a rappelé un accord pour lequel il avait donné à Kate une somme d'argent importante et dont personne ne pouvait avoir connaissance. Ray devina que Patricia pourrait être la seule source d'information de John. Les bâtons d'encens détendirent le corps et les pensées du méchant, et un autre plan de vengeance mûrit dans sa tête. Le quatrième étudiant était fort en poison. Il décida donc de paralyser l'ennemi avec des vapeurs de poison, dont la mort serait longue et douloureuse. C'est pourquoi la santé du bébé de la 6e génération d'héritiers se détériorait. L'enfant était sous l'influence constante de substances toxiques provenant des bâtons. L'arme mortelle était prête. Il fallait disposer et mettre le feu à l'encens autour du lit de l'ennemi endormi. La pauvre Émilie a reçu l'ordre de mettre à exécution son plan sous peine de mort. La jeune fille a rappelé la gentillesse et l'attitude chaleureuse du monsieur à son égard.
Le propriétaire et la femme de chambre ont essayé de trouver un surnom pour leur animal de compagnie, mais rien ne leur est venu à l'esprit autre que Golden, étant donné la couleur orange de l'animal. Bob a fait irruption dans la maison de son partenaire de manière inattendue, affirmant que Kate s'était rendue à la justice et avait avoué la tentative d'assassinat contre le troisième monsieur. Les jeunes hommes se précipitèrent ensemble vers le donjon. Le chef de l'escouade de voyous était assis dans une cellule, enchaîné au mur de pierre avec des chaînes et des menottes. John essaya d'interroger la fière fille, mais elle resta silencieuse. Profitant de sa position, le troisième disciple du souverain a ordonné au serviteur de relâcher le commandant, car celui-ci niait l'attaque contre lui. En partant, le personnage principal a invité Kate à venir lui rendre visite. À la maison, les partenaires ont discuté des motivations de l'action de la jeune fille. John a expliqué à son ami que c'était le seul moyen de détourner les soupçons de toute l'équipe et de ne pas la soupçonner de rejoindre le camp des ennemis de Ray. Si le patron de Boar avait admis avoir reçu un pot de vin du 4e maître, toute la bande de militants aurait été arrêtée. Le chef de la garde des juges fut surpris de la santé mentale et de la prudence de son ami. Il était très différent de l'homme que Bob connaissait avant le coma. Maintenant, le monsieur était plus sage, comme s'il avait vécu 100 ans. Un coup à la porte interrompit la conversation. Kate s'est arrêtée pour remercier John avec de délicieux plats qu'elle avait elle-même préparés. Le commandant a parlé des connaissances secrètes de Ray et lui a conseillé d'être prudent et de ne faire confiance à personne. Le 4e étudiant a demandé aux domestiques comment ça se passait avec les baguettes magiques. Les nouvelles d'Emily ne sont pas arrivées avant 2 jours. Le médecin s'est rendu compte que la jeune fille n'était pas contre son propriétaire et a lancé un scarabée secret dans son corps pour qu'il soit détruit. La conversation entre personnes partageant les mêmes idées dans la maison du personnage principal a duré longtemps. Bob ne croyait toujours pas à la jeune fille et se tenait derrière le monsieur, prêt à le défendre. Le soir arriva, c'était l'heure de l'entraînement du soir. John invita ses amis à passer la nuit. Kate regarda la technique inconnue. Elle ne comprit pas pourquoi le personnage principal révélait ses secrets. Bob a passé plus d'1 mois avec le maître et connaissait son raisonnement. Il a expliqué à la jeune fille que selon le 3e disciple du souverain, les gens devraient se faire confiance et s'entraider. Le chef du gang n'avait jamais entendu une telle théorie. Je ne savais pas ce qui était bon. Des amis fatigués et affamés sont allés chercher la bonne qu'ils n'avaient pas vue de la journée. Emily était allongée par terre dans sa chambre et gémissait de douleur. John examinait la pauvre chose. Elle pouvait à peine lui parler de l'ordre du 4e maître. Le personnage principal a identifié l'ennemi interne de la jeune fille qui, comme un ver mortel, tue les organes. Il y avait un besoin urgent de sauver la servante et John l'a amenée chez lui. Le Seigneur suprême a appelé le chef des gardes. Il était intéressé par le 3e étudiant, mais Jackson n'a rien dit de nouveau. Sullivan était le seul à connaître le secret de la forêt de bambou et ne pouvait pas comprendre ce qui s'y passait, ni comment le jeune homme avait survécu. L'essentiel dans le bosquet était un chacal impitoyable et cruel, censé capturer l'âme du 3e prétendant. L'animal avait un cycle constant de cycles de vie et de mort. Lorsque l'adulte est mort, un petit ourson est apparu, et ainsi de suite sans fin. C'était cet animal qui était le propriétaire le plus redoutable de la forêt, qui prenait l'humidité et l'énergie de tous les êtres vivants, y compris les plantes et les monstres. L'apparition d'un bébé signifiait le début de nouvelles guerres et conflits. Ce petit renard pelucheux aux oreilles énormes et aux yeux naïfs était le démon le plus terrible de tous les mondes. John s'est souvenu de toutes les méthodes de guérison de sa vie passée qui l'ont aidé à guérir ses blessures à plusieurs reprises et à se débarrasser du parasite interne en temps voulu. L'état de la petite bonne était grave. Le personnage principal a continué les rituels de guérison magique. Finalement, Emily toussa et cracha l'insecte mortel avec son sang. C'était un coléoptère corrosif qui a rongé l'intérieur et la personne est morte dans l'agonie et la douleur. John savait qui avait encore une fois tenté de le tuer, ainsi que la pauvre servante, qui n'avait pas exécuté l'ordre mortel, sacrifiant sa vie. À ce moment-là, Kate a trouvé des bâtons d'encens dans la chambre d'Emily. La jeune fille savait quelles pourraient être les conséquences de leur utilisation. Ray a parlé à plusieurs reprises de ses expériences et de ses expériences. La boîte entière était censée neutraliser et tuer complètement le 3e monsieur. Le commandant commençait à penser de plus en plus souvent qu'elle aimait John et qu'elle s'inquiétait pour lui. Ray réalisa que l'option d'empoisonnement n'avait pas fonctionné à nouveau et préparait la suivante. Le médecin suggéra de changer de tactique, craignant que son maître n'ait pas assez de compétences pour vaincre l'ennemi le plus fort.
Un bruit devant la porte fit se retourner les deux méchants. Le portail a été démoli par une puissante onde de souffle. La poussière s'est dissipée. Le troisième disciple menaçant se leva, les yeux brillants comme un éclair. John a exigé une explication pour toutes les tentatives. Ray a nié son implication dans tous les problèmes de son concurrent. En colère, le protagoniste a frappé son adversaire au visage. Le quatrième décida que le moment était venu de s'occuper enfin de l'ennemi détesté, faisant appel à son principal pouvoir magique, un serpent venimeux géant. La bataille entre les deux prétendants au trône du Seigneur démon a commencé. Ray était rapide, mais il perdait de la force, ce dont John profita. L'énergie magique brillait, la bataille était féroce, tout le monde voulait se venger. Le personnage principal a soudainement manqué un coup de main et a ressenti une vive douleur au côté. Ray a utilisé une ruse et a libéré ses griffes avec du poison. La blessure n'a pas arrêté John. Il était prêt à se venger de son coma, du tourment de la petite Emily. Ray a vu son ennemi se transformer sous ses yeux et a eu peur. Le formidable rocher d'un concurrent, flamboyant d'une soif de meurtre, s'approchait du quatrième élève. Il est difficile de dire combien de temps durera la bataille. Tout le monde était déterminé à gagner, mais un cri menaçant arrêta les deux adversaires. Un nuage sombre apparut dans le ciel. Les gardes noirs du palais de justice volèrent pour arrêter l'effusion de sang. Les exécuteurs de la loi ont dû arrêter les deux participants à la bataille et les escorter jusqu'à la salle d'audience. John a réussi à joindre le médecin et à éliminer le scarabée mortel. Ray réalisa qu'il était enfin en train de perdre son fidèle serviteur. L'insecte est immédiatement entré dans la tête par le conduit auditif. La mort de l'assistant perfide du quatrième maître est survenue instantanément. Cette nuit-là, le palais de justice ressemblait à un champ de bataille. Les interrogatoires des deux opposants duraient plusieurs heures. Finalement, l'agent chargé de l'application des lois a invité John dans la salle de réconciliation. Le personnage principal a ressenti une vague de colère et a vu les ombres de deux personnes. Le vieil inconnu et Ray étaient déjà dans le couloir. L'inconnu s'est présenté comme étant le chef du palais de justice. John a demandé au propriétaire d'enlever le masque que portaient habituellement les représentants de ce détachement. La demande a surpris Tad. Personne n'avait auparavant ressenti sa double apparence ni vu son deuxième visage. Il était étonné par la capacité de John. Le chef de l'ordre public a ordonné aux belligérants d'observer une trêve. Dans l'Empire, 2 départements étaient impliqués dans le contrôle de l'ordre et des procédures judiciaires. Bob appartenait au premier et était l'un des chefs des gardes des juges. Tad dirigeait les gardes noirs de la justice, qui devaient toujours porter des masques. Ray a refusé d'écouter les demandes, car il se considérait comme ayant un statut supérieur et est rentré chez lui. La conversation des autres a été courte, mais John a réussi à essayer la boisson préparée par le propriétaire du palais lui-même. Le goût était très bon. Agréable, Tad a partagé la bouteille avec l'invité. Les hommes se dirent au revoir, et le chef de la justice ressentit à nouveau quelque chose de familier chez le troisième héritier qui partait. Le soir tombait sur la ville, le temps était magnifique, le silence régnait partout. Ray rentra chez lui et se souvint des instructions scandaleuses du propriétaire de la salle des forces de l'ordre. Le bruit d'une branche cassée fit tressaillir le méchant de peur. Son ennemi s'assit sur la racine d'un immense arbre et sourit. John propose de boire une boisson noble et de simplement discuter, ce qu'ils n'ont pas fait depuis l'enfance. Les adversaires se faisaient face. Le personnage principal était intéressé par les projets futurs de Ray. Le quatrième monsieur voulait le pouvoir et était prêt à y marcher sur des cadavres. Il ne pouvait pas imaginer la vie sans trône. Le plus jeune a promis qu'il continuerait à se battre avec le troisième jusqu'à la victoire complète. John a suggéré de poursuivre le combat sans témoin. C'était une bonne idée et Ray a décidé de traiter avec son concurrent sans témoin. Les rivaux étaient à nouveau prêts à se battre. Pour plus de sécurité, John devait vaincre et détruire Ray. Le garde noir rapporta au propriétaire que les deux messieurs continuèrent la bagarre sans quitter le jardin du juge. La transformation magique en un monstre avec une peau de serpent et de longues griffes venimeuses s'est produite instantanément. Ray a préparé plusieurs surprises insidieuses pour son ennemi et a anticipé la victoire. Les adversaires se livrèrent à un combat mortel. Le mur de lumière ardente rejeta le serpent plusieurs mètres en arrière. Ray tomba, mais reprit rapidement ses fonctions alors que la bataille se poursuivait. John a réussi à conserver son avantage dans le combat, mais le quatrième concurrent s'est avéré être un combattant puissant. Les blocages du rival pour le pouvoir ont rendu le méchant furieux. Ray balança sa main pour frapper l'ennemi, mais John se déplaça instantanément vers un autre endroit. Le quatrième n'avait jamais vu une telle compétence chez son adversaire. Le personnage principal se tenait à quelques mètres et se préparait à frapper.
En un instant, le jeune homme était à proximité. Une puissante poussée d'énergie interne frappa Ray en plein centre vital. Un coup violent projeta l'ennemi au sol. La fureur a submergé le quatrième élève et le serpent a finalement éclaté. Des flots de lave venimeux volaient dans toutes les directions. Ray s'est transformé, et à chaque seconde, il s'est transformé de plus en plus en un démon avec une langue de serpent. Un épais brouillard commença à descendre du ciel, enveloppant tout autour. Un nuage sombre et épais se rapprochait de plus en plus du personnage principal. Le quatrième étudiant a averti John que les dommages causés par les longues griffes reçues plus tôt, sous l'influence du brouillard, attireraient des substances toxiques vers lui, tuant tout ce qui se trouve à l'intérieur du corps. Le personnage principal sentait qu'il devenait de plus en plus difficile de respirer, les blessures commençaient vraiment à le déranger davantage. Il était temps de sortir de l'embuscade. La technique de l'anneau de feu a aidé le personnage principal à détruire le nuage mortel. Soudain, John entendit une voix familière et regarda autour de lui. Emily, en sanglotant, rampa sur l'herbe et demanda de l'aide. Le personnage principal s'est précipité vers sa servante et a essayé de la soulever. Les yeux de la jeune fille brillaient d'une lumière magique. C'était une illusion d'optique. Puis le bébé s'est transformé en un flot de lumière. Le jeune homme n'a pas compris ce qui lui arrivait. La reine des démons s'est dirigée vers John et l'a menacé de violence. Le personnage principal a vu ses mains ensanglantées et ses moignons de jambes étendus à proximité sur l'herbe et a entendu la voix de l'aîné. Ray observa avec plaisir les hallucinations de son adversaire et rassembla des forces pour le prochain lancer. De longs doigts griffus sortaient du brouillard. Il semblait qu'ils allèrent bientôt plonger dans le cou du personnage principal. Soudain, le brouillard a disparu et la main du protagoniste a serré fermement la gorge du démon serpent, l'empêchant de respirer. Ray ne comprenait pas comment son ennemi avait pu sortir si rapidement du cercle de fumée magique. Les concurrents se faisaient face et se préparaient pour un nouveau combat. John décida de vaincre enfin le quatrième, faisant appel à l'énergie d'une frappe impitoyable. Le propriétaire du serpent a également tenté de rassembler son pouvoir. Les deux opposants sont passés à l'attaque. Des éclairs lumineux étaient visibles à plusieurs kilomètres. Le personnage principal a utilisé la magie de l'accélération et de la triple frappe, se rapprochant instantanément de l'ennemi. L'objectif a été atteint, Ray a été grièvement blessé. John n'a pas réussi à porter un coup fatal. Un flux de lumière inattendu a tenu l'arme. Le personnage principal n'a pas pu bouger l'épée. Le chef du palais de justice est arrivé à temps et a empêché le meurtre. Le personnage principal a facilement surmonté le blocage et s'est rapidement dirigé vers le propriétaire des gardes masqués. Tad se tendit et se prépara à se défendre. John a volé comme une flèche sur le défenseur de la loi et de l'ordre. Le bouclier magique a fonctionné instantanément. Le personnage principal ne s'est arrêté que quelques secondes. Le gardien de la loi se tenait derrière un solide mur d'énergie et ne voyait pas l'ennemi. Après avoir relâché ses défenses, Tad regarda autour de lui. Le troisième monsieur n'était pas à proximité. Le chef de la justice s'est rendu compte qu'il avait été trompé et l'attaque n'était pas planifiée contre lui, mais contre le quatrième disciple du souverain. Ray ne pouvait pas bouger. Le sang coulait comme une rivière d'une large blessure. Le juge en chef a de nouveau tenté d'arrêter John. Le personnage principal a décidé que tuer son ennemi impitoyable serait une punition facile pour lui. Une punition plus brutale était nécessaire. Le troisième étudiant a bloqué l'énergie du concurrent, après quoi la personne reste dans le coma, comme Ray l'a fait à un moment donné. Seuls quelques-uns peuvent revenir d'un tel état. Le quatrième monsieur n'était plus dangereux pour le personnage principal. La vengeance était accomplie, Ray gisait impuissant sur l'herbe. Le chef de la salle d'audience a appelé un détachement pour escorter le troisième monsieur détenu. Les gardes noirs de la justice arrivèrent aussitôt. Le personnage principal a levé les mains, indiquant qu'il ne résisterait pas, et s'est rendu. Tad rendit visite au troisième disciple du maître dans la cellule où il était enchaîné. John a facilement déchiré le métal en super titane, montrant au propriétaire de la salle des forces de l'ordre que les menottes étaient un hommage et non un aveu de culpabilité qu'il ne ressentait pas, puisqu'il avait lui-même été soumis à plusieurs reprises à des attentats contre sa vie et santé par Ray. Le personnage principal a considéré sa détention illégale, puisqu'il n'y avait aucune déclaration de l'accusé, et a dit au revoir à Ted. John s'est dépêché de rentrer chez lui. Le chef du palais l'a finalement averti qu'il serait sous surveillance constante et sous le contrôle de l'ordre public. Encore une fois, une odeur lointaine et familière enveloppa le garde resté dans le donjon. Il ne se rappelait pas d'où venaient ces sensations, pensa Tad, mais en vain, quelque chose bloquait ses pensées du passé. Les amis ont rencontré le personnage principal
et ils sont tous allés ensemble célébrer la victoire et rendre visite à Bob. John a parlé de sa bataille avec Ray tout en dévorant assiette après assiette de délicieux plats faits maison. Le personnage principal a remercié ces personnes partageant les mêmes idées pour leur soutien et leur aide. Le troisième monsieur a remercié son garde du corps et son partenaire pour les quelques mois qu'ils ont passés ensemble dans la forêt de bambou. C'est ce qui leur a beaucoup appris à tous les deux, mais Bob avait des responsabilités au travail, alors John lui a rappelé qu'il devait retourner au travail. Kate a également reçu des mots de gratitude, mais elle a également dû retourner dans le détachement, qui attendait déjà son commandant. Les amis ont malheureusement réalisé que John avait raison, mais ils ne voulaient pas partir. Le chef des gardes se sentait vide, comme si c'était leur dernière réunion. Le personnage principal a dit au revoir et s'est dépêché de rentrer chez lui. Ses petits amis lui manquaient vraiment. Emily ne s'attendait pas à ce que l'homme revienne rapidement. Elle a été informée qu'il était détenu et elle a été très bouleversée. La jeune fille se jeta avec joie aux pieds de John. Le petit renard tournait à proximité, agitant sa queue duveteuse. Le seigneur démon suprême traversa une prairie fleurie et interrogea le chef des gardes sur le combat de ses élèves. Il fut surpris par la décision du troisième de sauver la vie de son concurrent au lieu de le tuer. Sullivan a rappelé le petit Ray, qui était un enfant très intelligent, mais qui n'aimait pas étudier. Il n'a donc maîtrisé qu'un seul enseignement magique, sans améliorer les techniques de combat. Lorsque le quatrième étudiant grandit, il ne continua pas à acquérir de nouvelles connaissances, améliorant uniquement l'art des poisons. Le Seigneur a compris que pour sortir du coma, des pouvoirs et des techniques spéciaux étaient nécessaires, que l'étudiant, contrairement à John, ne possédait pas, de sorte que son retour au devoir était presque impossible. Un beau jour, le personnage principal a reçu la visite d'un invité. Patricia est venue parler des succès de sa paroisse et a demandé à John d'examiner personnellement la jeune fille et de commencer son rétablissement complet. En guise d'accord, le maître d'éducation a promis de répondre à toute demande du maître. Le jeune homme a essayé de refuser, mais la dame a persisté. Il fallait décider de la date du voyage. John ne savait pas comment réaliser son seul rêve de liberté. Et ayant entendu dire qu'un convoi devait voyager à l'étranger pour des marchandises rares le mois prochain, il accepta d'aider. Il savait déjà que Patricia était responsable de la formation du détachement. Bob s'est engagé dans son développement personnel. Après la dernière mission des autorités, il a considérablement mûri et acquis de nouvelles compétences et connaissances. Le chef des gardes s'est souvenu de la rencontre avec le monsieur et n'a pas pu se calmer. Il est devenu très attaché au jeune homme et ne pouvait pas comprendre d'où le jeune homme avait acquis tant de sagesse et d'expérience, se remarquant encore une fois qu'avant le coma, il était une personne complètement différente, gourmande et pas très gentille. Un collègue a distrait le gardien de ses tristes pensées en l'informant que le chef de la garde judiciaire le recherchait. Le jeune homme se rendit chez le commandant. Il était temps de commencer une nouvelle tâche. L'ordre a surpris le combattant expérimenté. Il a fallu créer une protection supplémentaire pour le convoi par les gardes des juges, en plus du détachement de sécurité habituel présent à chaque voyage. La maison de Patricia a accueilli avec hospitalité le personnage principal. John et l'hôtesse entrèrent dans une pièce lumineuse et spacieuse dans laquelle une beauté était allongée sur le lit. C'était Elisabeth, la pupille du maître. Malgré son très jeune âge, la jeune fille appartenait à la caste des Lumières et y dirigeait un grand nombre de directions. Un blocage soudain et inconnu l'a mise au lit pendant plusieurs mois. Aucun guérisseur n'a pu faire face à son état. Les recommandations données. Il y a quelques semaines par les jeunes hommes ont permis de reprendre conscience. La dame a pu se lever et maîtriser certaines techniques. John a soigneusement étudié l'énergie intérieure de la jeune femme. Le sang était mêlé de poison. Patricia a vu les flots d'énergie pure qui émanèrent de son invité et a cru au succès. Le troisième monsieur a tenté d'éliminer du corps de la jeune fille les substances nocives qui étaient en elle depuis plusieurs mois et qui tuaient sa vitalité. Du sang commença à couler du nez, ce qui était bon signe. Le poison quittait le corps de la belle. Plusieurs jours de formation ont donné des résultats positifs. La jeune fille était consciente, elle pouvait parler, et un entraînement actif a rapidement renforcé ses muscles. Elisabeth s'améliorait chaque jour, elle n'avait pas perdu la mémoire et les compétences antérieures et voulait déjà commencer ses fonctions. John a annoncé son prix, il a demandé, secrètement à tout le monde, d'être inclus dans le convoi voyageant au-delà des frontières de l'État. Le maître d'éducation était en colère. C'était impossible de faire cela.
Le jeune homme l'a convaincu que tout était possible, que l'accord devait avoir lieu, puisqu'il avait accompli sa tâche de sauver la jeune fille dont il avait la charge. Patricia a compris qu'il était presque impossible de placer une personne dans un convoi à l'insu des responsables gouvernementaux et des forces de sécurité. John a insisté sur sa demande. Le maître, après réflexion, accepta et demanda du temps pour se préparer à cette tâche difficile. Après avoir dit au revoir, John se prépara à rentrer chez lui et à se préparer pour un long voyage. Avant de partir, le personnage principal est allé voir la jeune fille. Elisabeth a été surprise par l'arrivée d'un jeune homme inconnu. Elle avait fière allure. Le troisième monsieur se présenta et dit que la belle devait son salut à ses efforts et à ses connaissances. Elle remercia le jeune homme. L'énergie qui émanait de la protection du maître était similaire à celle du protagoniste. Il sentait son pouvoir et savait ce dont elle avait besoin. John a envoyé la jeune fille à l'entraînement. Elle a dû récupérer immédiatement après une longue période de repos. Patricia était très inquiète de savoir si Elisabeth serait capable de faire face à une lourde charge. La maîtresse de maison a essayé de protéger la jeune fille des soucis, mais le caractère de sa pupille était plus fort que l'acier. La belle se sentit bien et insista pour qu'elle puisse travailler et accompagner le convoi, qui devait partir dans 10 jours. Il était impossible de l'arrêter. Le temps passa vite et le grand détachement se lança dans un long voyage. Montant dans la calèche aux côtés du représentant des Lumières, se trouvait un jeune homme modeste portant un grand chapeau de paille qui cachait son visage. La route était longue, mais John avait 2 endroits isolés à l'étranger où tout était préparé pour un long séjour, où il voulait aller pour gagner de l'argent et devenir libre. Elisabeth fut surprise d'apprendre que le troisième monsieur voyageait avec elle, mais son patron insista. John essaya de ne pas descendre du chariot. C'était encore très loin de la frontière. Soudain, la voiture ralentit et de nouvelles voix se firent entendre. Le personnage principal était tendu. Une odeur familière d'énergie circulait quelque part à proximité. Le convoi se dirigea vers les portes de la ville et s'arrêta brièvement. Le jeune homme entendit la voix de son partenaire saluant les gardes de la colonne et donnant des instructions à ses gardes. John ne s'attendait pas à rencontrer quelqu'un qu'il connaissait, encore moins un vieil ami. Cela a complètement ruiné ses projets. Le personnage principal était choqué. Il ne savait pas quoi faire. Elisabeth ne comprenait pas ce qui s'était passé et pourquoi son compagnon de voyage avait tant changé. Il n'était pas difficile pour John d'endormir la jeune fille encore affaiblie, fatiguée par la route. Bob passait devant un chariot fermé lorsqu'il entendit une voix douce l'appeler. Il savait exactement à qui il appartenait et n'en croyait pas ses oreilles. Le monsieur le salua et demanda à son ami de passer à un ton secret. Le chef des gardes n'a pas été moins surpris par la rencontre que son partenaire, qui a demandé à ne prévenir personne de sa présence. Le convoi partit, les routes de la ville se terminèrent, puis les fourrés forestiers, les serpentins de montagne et les cols s'offraient à nous. Dans une grande grotte, l'ancien commandant des démons de sang d'acier, Thompson, a installé sa cachette, qui a décidé de se séparer de la forteresse et de gagner lui-même de l'argent en volant. Son escouade était petite et son adjoint a proposé de prendre un gang de monstres animaux en partage. Le tueur impitoyable savait qu'une fête approchait bientôt dans l'empire voisin et envisageait de voler le convoi achetant des marchandises pour la grande fête. Des forces supplémentaires étaient nécessaires, mais la vue d'une meute de démons déguisés en loups, dévorant tout sur leur passage, irrita le commandant. Une colonne de chariots devait passer à proximité dans quelques jours, et Thompson réfléchissait à un plan d'attaque. Elisabeth a dormi 2 jours. Lorsqu'elle a ouvert les yeux, le troisième monsieur était assis comme d'habitude. La fille avait peur. Elle ne s'attendait pas à ce que John lui fasse ça. La belle a exprimé ses plaintes avec indignation. Le personnage principal l'a calmée. Le sauveur a fait référence à un corps affaibli et au besoin de repos pour un rétablissement complet. Le jeune homme a offert une collation à Elisabeth, lui offrant de modestes provisions. La voiture roulait lentement et c'était l'heure du déjeuner. L'ami aux cheveux roux, sentant une provision savoureuse, sortit de sous le siège. La jeune fille fut surprise. C'était la première fois qu'elle voyait un renardeau comme animal de compagnie. Le bébé regarda attentivement l'étranger et continua à ronger la viande. La colonne s'arrêta pour un court repos. Les partenaires se sont rencontrés et se sont éloignés des gens, passant à une langue sûre qu'ils maîtrisaient dans la forêt dangereuse. John ne comprenait pas pourquoi un train commercial ordinaire avait besoin d'une protection supplémentaire de la part de gardes d'élite s'il existait un détachement de sécurité qui accompagnait constamment tous les voyages. Bob a remis au monsieur un document secret qu'il avait reçu du commandant,
ainsi que l'ordre de poursuivre la mission. Alors qu'il étudiait l'important papier, le personnage principal commença à trembler de plus en plus. Il disait que l'un des pires criminels et l'aîné de l'alliance céleste des démons et des meurtriers envisageait de s'emparer du convoi pacifique. La simple mention de ce monstre a amené John à se souvenir et à revivre le terrible passé. Le jeune homme ne pouvait pas croire qu'il pourrait un jour rencontrer à nouveau son ennemi juré. C'est William, le même chef de l'Alliance des forteresses d'arts martiaux et seigneur des troupes de sang d'acier, qui a tué tous les maîtres, faisant de John un tueur impitoyable, à qui il a donné 30 ans de service et auquel il a tenté de s'échapper. Cette nuit fatidique, le personnage principal se souviendra à jamais de sa dernière conversation. La soif de vengeance était plus forte que le rêve de liberté. Le jeune maître prévint son partenaire que le chef mercenaire était rusé et impitoyable. Le convoi s'ébranla, le silence régnait dans la charrette. John ne parvenait pas à se calmer face au flot de souvenirs. Elisabeth ne comprenait pas ce qui était arrivé à son compagnon de voyage. Il était très sombre. Il tremblait simplement. Le personnage principal a essayé de se calmer, mais la dernière nuit de sa vie antérieure se tenait devant ses yeux. Le petit renard, assis dans les bras de la jeune fille, sentit l'état du propriétaire et s'agrippa à lui. À ce moment, un invité entra dans la maison éloignée du troisième monsieur. Kate a demandé à la femme de ménage pourquoi elle n'avait vu son ami nulle part depuis plusieurs jours. Emily était également bouleversée par son absence. John lui a dit qu'il partait s'entraîner. L'épée du personnage principal, debout à sa place habituelle, a inquiété le chef d'équipe. Ne comprenant pas ce qui se passait, la jeune fille s'est inquiétée. À l'arrêt suivant, en attendant les retardataires, Bob a averti le convoi principal de la possibilité d'une attaque. Soudain, des cris se firent entendre au loin, faisant tressaillir les deux commandants de la garde. Les combattants du détachement principal ont fui avec des cris d'horreur, soutenant leurs collègues blessés. Le chef des gardes des juges s'est précipité en avant, essayant de comprendre ce qui s'était passé. L'une des victimes a déclaré que le reste du convoi avec des marchandises, chargeant des achats, avait été attaqué, que le tueur principal était très fort et adroit, que seuls quelques gardes avaient réussi à s'échapper et que toutes les marchandises achetées avaient été emportées. Le personnage principal, qui a entendu toute la conversation, a sauté du chariot avec rage. De la base de transbordement, qui servait de lieu de repos permanent au convoi lors d'un long voyage, il ne restait que des murs. Les corps des morts gisaient partout. Thompson se leva et regarda les trophées. Il y en avait étonnamment peu. Il s'agissait de manuscrits et de quelques herbes. La surprise et un geste tactique ont permis de vaincre les gardes, qui se préparaient pacifiquement pour le voyage de retour. Car la majeure partie du convoi avait déjà quitté la maison, le commandant du sang d'acier n'a même pas eu recours à l'aide de nouveaux assistants hirsutes qui tournaient en rond et assoiffés de viande. Le seul garde survivant gémit en saignant. Le chef des meurtriers s'est facilement occupé du mourant, qui n'a été aidé par aucun des pouvoirs magiques de son suzerain suprême. Les garçons brutaux et bestiaux, le commandant de son armée à Crook, rappelèrent à Thompson la nécessité de nourrir le troupeau. Le commandant n'aimait pas son ton insolent et l'apparence des assistants à pleines dents qui devaient être embauchés pour le soutenir. Les animaux monstrueux avaient faim et soif de sang. Les corps des morts leur servaient de proie et de nourriture facile. Les survivants retournèrent à la base, évaluèrent les pertes et enterrèrent les défenseurs. Ils savaient que les mercenaires n'y resteraient pas longtemps et entreraient dans les grottes secrètes qu'ils avaient préparées. Elisabeth, en tant que chef du convoi, a envoyé la nouvelle de ce qui s'était passé. Il était nécessaire de décider quoi faire ensuite. Le représentant de l'éducation a suggéré que les gardes retrouvent les marchandises et punissent les voleurs et les meurtriers. Le personnage principal a demandé à un ami de lui donner une arme. John a indiqué à Bob où les ennemis pourraient se cacher et lui a conseillé d'être très prudent. Une seconde plus tard, des nuages de poussière restaient du monsieur. La magie du transfert rapide l'emporta vers une rencontre avec son délinquant de longue date. Dans une fuite rapide, le jeune homme réfléchissait à un plan de vengeance. L'animal rouge, tel un talisman fidèle, était avec son propriétaire. Pendant que la meute de loups terminait les cadavres ensanglantés, un invité est arrivé sur le parking de Thompson. Elder George a salué un commandant de forteresse familier qui exécutait ses ordres depuis de nombreuses années. Le chef des assassins au sang d'acier a parlé au chef d'une escouade de nouveaux partenaires en peau de bête, ce qui ne lui plaisait visiblement pas. Le seigneur de l'Alliance des assassins salua Boys et sa redoutable bande.
George a rappelé aux juniors que vous devez être attentif et amical envers ceux qui sont de votre côté, afin que la situation ne change pas dans l'autre sens et que les amis ne se révèlent pas être des ennemis. La meute de bêtes envoyée pour aider l'Alliance depuis la forteresse du fourré nuageux était pratiquement invincible, la peau était particulièrement résistante et les crocs et les griffes étaient plus tranchants que n'importe quelle lame. L'aîné se tourna vers Thompson. Le but principal de l'attaque était une petite chose qui devait être retirée du convoi du tueur. Le commandant du sang d'acier sortit soigneusement un paquet de sa poche intérieure. Le prix d'un petit sac était celui de dizaines de gardes innocents faisant leur travail. Après avoir déballé le paquet, l'aîné regarda la boule bleue brillante. C'était un élixir magique avec un énorme potentiel énergétique, avec l'aide duquel le méchant rêvait de prendre le pouvoir dans d'autres États. Le chef de l'Alliance Céleste a dit au revoir à Thompson, qui visait depuis plusieurs années le poste d'aîné et s'était séparé depuis longtemps des autres représentants de la forteresse. La tâche était accomplie, le rival, semant la confusion et disposant d'une solide équipe de tueurs, n'était plus nécessaire à l'aîné. Le couteau pénétrait par le dos directement dans le cœur du mercenaire. En voyant le corps sans vie du commandant, les soldats étaient confus. Il s'est avéré que George connaissait les garçons depuis longtemps, ils se comprenaient d'un seul coup d'œil et une approbation silencieuse a été reçue. Les mercenaires étaient sans défense face à la meute de monstres bestiaux. Il était impossible de leur échapper. Le petit village au milieu de la forêt était rempli de gardes venus de la forteresse des ténèbres. La sécurité du chef de l'Alliance attendait son patron, se reposant au soleil. L'aîné s'absenta plusieurs jours, annonçant à tout le monde qu'il allait se rendre sur la tombe de sa mère. C'était la version officielle de sa localisation, non loin des frontières de l'Empire voisin. C'était calme et calme. Les combattants s'entraînaient et se détendaient. Soudain, un rugissement se fit entendre derrière les maisons. Les arbres de la forêt tremblaient, comme lors d'une forte tempête, même s'il n'y avait pas de vent dehors. La source des bruits était John, volant comme une flèche vers la périphérie du village. L'attaque était si inattendue que personne n'a eu le temps de saisir une arme. Ne voyant pas celui qu'il cherchait, le personnage principal tenta de savoir où l'aîné avait disparu. La version de la visite de la tombe semblait invraisemblable, mais les gardes n'étaient pas au courant des plans de leur maître. Frustré, John repart à la recherche de l'ennemi. Il devait être quelque part à proximité, puisqu'il est parti seul. George et le seigneur des bêtes se tenaient au bord de la falaise. Les dirigeants ont vu le peloton s'attaquer instantanément à l'équipe de Thomas, qui était devenue un fardeau inutile pour tout le monde. Les garçons ont fait l'éloge de ces combattants hirsutes. L'aîné comprit qu'il valait mieux avoir des guerriers aussi dangereux à ses côtés. Il prévoyait déjà de les utiliser. Dans ses rêves, le chef de l'Alliance Céleste avait le trône du Seigneur démon suprême. L'un des monstres annonça l'approche de l'ennemi. Un petit détachement du culte divin apparut au loin. Les défenseurs du convoi suivirent la piste sanglante des criminels. Le chef a donné l'ordre à la meute de s'occuper des étrangers. Les gardes du convoi, ainsi que les gardes des juges, se déplaçaient prudemment parmi les rochers et les arbres, s'attendant à tout moment à une attaque. En voyant l'ennemi, Bob et Elizabeth étaient confus. Des centaines d'yeux étincelants regardaient le groupe de combattants depuis les rochers. Les animaux se sont rapidement précipités pour attaquer. Le chef des gardes tenta en vain de se défendre, mais sa solide épée d'acier ne parvint pas à pénétrer la puissante peau des monstres. Elizabeth a utilisé des boules magiques de foudre de glace. Le résultat était très insignifiant. Le nombre d'animaux a augmenté. Le nombre de gardes a rapidement diminué. Bob a changé les tactiques de combat, mais les forces étaient inégales. La jeune fille lançait inlassablement des étincelles glaciales sur les monstres qui approchaient. Le gel a arrêté les loups, mais l'énergie dépensée a nécessité une restauration. Les amis comprirent qu'ils devaient battre en retraite pour sauver les restes du détachement. L'ennemi était plus fort et nettement plus nombreux que les gardes. Bob a donné l'ordre d'utiliser une technique de rotation qui pourrait piéger les animaux et créer un mur impénétrable. La méthode de défense inhabituelle a forcé les animaux à s'arrêter, ce qui leur a donné le temps de reprendre des forces. L'aîné observait la bataille d'en haut, réalisant que les combats étaient inutiles et que l'ennemi n'avait aucune chance. Le personnage principal a entendu les bruits d'une bataille lointaine et s'est précipité à la rescousse. Les monstres bêtes reprirent l'offensive. Elizabeth a essayé par tous les moyens de combattre les énormes crocs qui brillaient devant ses yeux. La fille avait de moins en moins d'énergie pour la magie. Rassemblant toute sa puissance restante, Bob a utilisé la technique des ondes de souffle, ce qui lui a permis de réduire l'assaut de l'ennemi.
L'augmentation du champ de force dépensé a pratiquement pris la tête des gardes du juge parmi le nombre de combattants qu'ils ne pouvaient même pas tenir debout. Élisabeth a donné le commandement aux survivants. Ils devaient de toute urgence se retirer pour se mettre à l'abri. Les animaux s'approchaient très près, il n'y avait plus aucune chance de leur échapper. Le chef de l'Alliance et le chef de la meute regardaient d'en haut la fonte des rangs des défenseurs. Décidant de montrer toute la puissance du royaume hirsute et enfin de vaincre les troupes ennemies, Boys se précipita dans la foule des combattants. Bob, qui faisait obstacle au monstre, a été emporté par un courant d'énergie brutale et est tombé. La jeune fille a tenté de protéger son assistante. Les boules de tempête de verglas ont volé vers l'ennemi les unes après les autres. Le chef des prédateurs parait facilement les coups. Un énorme poing s'abattit sur la fragile représentante de l'illumination. Elle ne parvint qu'à se regrouper un peu, ce qui la sauva d'une colonne vertébrale cassée. Les garçons tenèrent la pauvre Élisabeth par la tignasse. La jeune fille ne pouvait pas bouger. Les animaux se rapprochèrent, anticipant des proies faciles. L'un des détachements de garde du convoi a ordonné aux voyous de libérer la dame. En un instant, la tête du défenseur disparut dans la gueule pleine de dents du monstre. Le chef des gardes, à peine se levant après l'attaque du chef loup, rassembla ses dernières forces et frappa le contrevenant avec un rayon magique de son épée. Le chef de la meute a projeté Bob contre les pierres d'un coup puissant. Élisabeth a vu avec horreur la mort de son protecteur. Le chef de la sécurité judiciaire n'a pas bougé. Boyce fit signe à ses combattants à quatre pattes. Les monstres accros se préparaient pour la dernière bataille. Toute la meute d'animaux des forêts environnantes s'est rassemblée à l'appel, se préparant pour le festin. Les loups entourèrent le petit groupe de gardes de tous côtés. Il n'y avait nulle part où se retirer. L'aîné a regardé les dernières 30 minutes de la vie de l'équipe sans aucun regret. Une bataille inégale recommença. La force et le nombre de monstres hirsutes dépassèrent en nombre des milliers de fois l'ennemi. Bob essaya de se relever à nouveau. Élisabeth et les gardes ont repoussé les attaques d'animaux. En regardant autour d'elle, la jeune fille réussit à remarquer derrière elle une grande ombre d'un monstre. Se préparant à attaquer, il ne restait qu'un instant. L'épée volante sauva la tête du convoi d'une mort imminente. Le loup gisait essoufflé, son sang coulant à flots. John est arrivé à temps. Quelques minutes de plus, et il ne resterait que quelques os de l'équipe. L'arme du protagoniste fonctionnait sans relâche. Les rayons magiques frappèrent les monstres à distance. Les animaux n'ont pas pu se protéger du pouvoir de l'énergie. Leur peau s'est brisée en petits morceaux. Le troisième monsieur, venu s'occuper d'un monstre à forme humaine, rencontra tout un troupeau. Il fallut sauver les combattants. Le jeune homme a défié le chef en duel. Les yeux de Boyce brûlaient de haine. Profitant du répit, Élisabeth et les restes des gardes ont aidé les blessés et ont retrouvé leur énergie. Du haut de la falaise, l'aîné regarda avec perplexité le jeune homme qui arrêtait les monstres et se préparait au combat avec le chef du repère de la bête, ne comprenant pas comment cela pouvait arriver et qui était ce héros. John leva les yeux et une vague de haine atteignit George. Le vieil homme sentit soudain une odeur de sang. Pendant que se déroulait la bataille inégale, la maîtresse d'éducation recevait chez elle un invité de marque. Le premier personnage de l'Empire, le général de stratégie Franklin, a rendu visite à son subordonné. Patricia fut surprise par cette visite inattendue et légèrement effrayée, ne comprenant pas ce qu'elle devait à une personne aussi célèbre et toujours extrêmement occupée. Le stratège en chef n'a pas traîné la conversation et s'est immédiatement renseigné sur le troisième monsieur. Le maître a rappelé que l'éducation n'avait jamais participé aux jeux politiques et au soutien des prétendants au trône. Franklin a clairement indiqué qu'il était au courant du départ secret de l'étudiant en maîtrise avec un convoi à l'étranger. Le général essayait de savoir à quoi ressemblait le candidat à un poste élevé, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, et dont le nom apparaît constamment dans diverses confrontations. La jeune femme l'a invité à rencontrer le monsieur lui-même et à former sa propre opinion. Ignorant ce que les hauts responsables de l'État disaient de lui, John se prépara pour la bataille finale. L'un des monstres bestiaux se glissait tranquillement derrière le personnage principal, se préparant à attaquer. Les garçons ont donné l'ordre à la meute de se préparer à une attaque. Soudain, un petit renard aux énormes yeux dorés sortit des vêtements du jeune homme. L'animal a sauté au sol des mains du protagoniste. Le bébé s'est assis derrière le propriétaire, comme s'il se couvrait le dos d'un loup furtif. Le monstre était déjà très proche et se préparait à un lancer mortel. Le regard du renard roux hypnotisait le géant hirsute. Soudain, la jolie petite boule pelucheuse s'est transformée en un terrible prédateur à pleines dents. Le loup tremblait de peur. Une vague de hurlements perçants résonnait dans les montagnes. Les gens autour ne pouvaient pas écouter ce son étrange.
Le chef des bêtes a perdu l'ouïe, comme s'il était paralysé depuis un certain temps. Il y eut un silence. Le petit renard regarda calmement son compagnon hirsute, qui ne pouvait plus bouger. Le bébé s'assit sur le dos du loup, l'attaque échoua. Les garçons ont essayé de revenir à leur forme antérieure, mais ses bras et ses jambes ne lui ont pas obéi. John a remercié son ami à quatre pattes pour son aide, s'assurant qu'il ne savait rien de son animal de compagnie. Les animaux ont fui. Il n'y avait nulle part où attendre le soutien de Boys. La bataille entre deux mondes hostiles a commencé. L'avantage était clairement du côté du protagoniste. Le chef de la meute ne pouvait pas comprendre d'où venait ce jeune homme inconnu, qui pouvait si adroitement gérer le flux d'énergie et manier magistralement une épée. Il fallait mettre fin à la bataille acharnée. John rassembla toute la magie des portes célestes et balança sa lame. La tête du chef bestial, les yeux grands ouverts, roulait le long des pierres. L'aîné qui a assisté à la bataille a regretté la perte de ses alliés hirsutes et a décidé qu'il était temps de quitter le rocher et de retourner dans son équipe. Le jeune homme sentit le plan de l'ennemi. Il était temps de se venger de son ancien maître. En un seul saut, le personnage principal a surmonté la hauteur et s'est retrouvé à côté de George. Il fallait neutraliser immédiatement l'ennemi. L'aîné était un combattant expérimenté et a repoussé l'attaque du jeune inconnu. Les forces des deux côtés étaient à peu près égales. Le chef de l'Alliance a utilisé son mouvement magique préféré. John combattit les courants vortex du marteau lunaire. Tous les enseignements et compétences magiques acquis dans la forêt de bambou, combinés aux techniques raffinées d'arts martiaux de John, ont été utiles pour vaincre un vieil ennemi qui avait privé le protagoniste de ami et de la vie. Le vieil homme ne pouvait pas comprendre comment l'étranger connaissait les anciennes techniques secrètes et pourquoi il voulait sa mort. Le sentiment de haine brûlant dans le regard du protagoniste témoignait de sa ferme décision de tuer. George ne pouvait pas croire qu'un garçon puisse le vaincre, le démon le plus puissant et le plus insidieux de toute l'Alliance. Le jeune homme résistait à toutes les attaques de l'aîné. Il faisait appel à toute la puissance du ciel et de la terre. Tant était grand le sentiment de haine et la soif de vengeance de son prédécesseur pour les longues années de service et le rêve inassouvi de liberté. Les puissants flux d'énergie du protagoniste ne permettaient pas au vieil homme de bouger et affaiblissaient ses mains. John a sauté haut et a porté un coup décisif à l'ennemi. L'épée traversa tout le corps de l'ennemi, le coupant en deux moitiés. À la dernière seconde, le personnage principal s'est rendu compte qu'il avait inconsidérément utilisé trop de potentiel et a perdu connaissance. Les pertes de l'équipe furent lourdes. Les combattants restants récupérèrent les objets volés et se préparèrent pour le voyage de retour. Les deux principaux représentants du gouvernement ont beaucoup souffert dans des batailles inégales contre les criminels, mais étaient en vie. Bob a donné à la jeune fille la capsule de récupération que les gardes des juges avaient reçue avant la mission, même si lui-même n'en avait pas moins besoin de soins. Elisabeth a remercié le courageux guerrier pour tout. Le bébé aux cheveux roux qui jappait doucement a attiré l'attention de ceux qui parlaient. Le petit renard semblait appeler quelque part, et Bob se précipita après lui. Finalement, l'animal s'est arrêté et le chef de la garde judiciaire a vu une image inattendue. Le monsieur gisait inconscient sur le sol. À côté de lui se trouvait le corps de l'aîné de l'Alliance céleste des démons et des meurtriers, coupé en deux parties. Le voyage cauchemardesque était terminé, mais tout le monde n'est pas rentré chez lui. Patricia a essayé de consoler sa pupille, la convainquant que ses actions étaient correctes. Bob a rendu compte de la tâche non accomplie de protection du convoi au commandant des détachements de garde des juges. Le responsable a compris que le chef de la sécurité n'était pas à blâmer, mais il devait le punir pour la perte de ses collègues. Le jeune homme fut temporairement exclu des rangs de la garde et envoyé comme garde du corps du troisième maître pour une durée indéterminée. Il y avait un silence dans la maison du personnage principal. John ouvrit les yeux et fut surpris. Il était à nouveau allongé sur le lit, car il y a quelques mois, un petit renard heureux sautait à proximité. Le rêve de liberté s'est à nouveau effondré. Lorsque le partenaire trouva son ami épuisé, il ordonna de le transporter jusqu'au chariot et de le ramener chez lui. Il lui fallut plusieurs jours pour récupérer. Le jeune homme bouleversé sortit dans la cour. Bob s'est dirigé vers le personnage principal qui a parlé de sa punition et de l'ordre du commandant. Le jeune maître fut choqué. Il fallut placer un nouveau résident dans la maison voisine. L'évasion fut à nouveau reportée. Émilie prépara le petit déjeuner et les amis se mirent à table. Bob était joyeux et remerciait la femme de chambre pour les plats délicieux. John ne touchait pas à la nourriture. Il était silencieux et pensif. Le jeune homme comprit qu'il avait repoussé son rêve avec une soif de vengeance
et tenta d'analyser la situation avec la perte d'énergie, ce qui pourrait changer l'issue de la bataille. Kate, souriante, est allée rendre visite à ses amis, emportant plus de nourriture avec elle. On frappa à la porte et les jeunes se méfièrent. Ils n'attendèrent personne d'autre. Un inconnu traversait la cour. John a demandé à l'invité de se présenter et a été surpris d'apprendre que devant lui se trouvait une personne très célèbre. Avant l'arrivée d'un personnage de haut rang, le personnage principal a demandé à Bob d'où il avait apporté l'épée, donnée après son exil dans la forêt. Son partenaire lui a parlé d'un entrepôt d'armes accessible une seule fois et pas pour tout le monde. L'information sur l'entrepôt a été entendue par le général, qui s'est avéré être cet étranger. Il a promis au propriétaire de la maison de profiter de son statut et de l'y emmener. À la demande du stratège, le personnage principal et lui sont restés seuls. Franklin a déclaré qu'il était au courant du départ du troisième monsieur de l'Empire. John n'a pas caché ce fait. Le but de la visite n'était pas clair pour lui. Sur le chemin de la salle d'armes, le personnage principal a ressenti une aura de mensonge émanant du général et a sorti une épée. John avait confiance en lui et était prêt à tuer le haut fonctionnaire s'il ne disait pas la vérité. L'invité non invité a capté la fermeté des paroles et du regard du jeune homme et s'est rendu compte qu'il ne plaisantait pas, que la mort était très proche. Le général a admis qu'il souhaitait personnellement faire connaissance avec le principal candidat au trône, que le dirigeant soutient afin de développer d'autres tactiques de comportement et de solutions aux problèmes de l'État. Le personnage principal s'est rendu compte que l'offre de visiter l'armurerie n'était qu'un prétexte pour le faire sortir de la maison sans le soutien de ses amis, et il est rentré bouleversé. Franklin lui-même a été surpris par sa gentillesse, et le voyage vers l'entrepôt des rayons célestes s'est poursuivi. L'immense salle était remplie de toutes sortes d'armes. C'était un endroit spécial que tous les membres de la société n'étaient pas autorisés à visiter. Même les héritiers ne pouvaient revenir ici qu'une seule fois. Le stratège attendit dehors et fut surpris lorsqu'il vit John sortir de la porte avec plusieurs épées, expliquant qu'il n'y avait pas de conversation sur le nombre d'unités, et comme cela pourrait être le seul voyage vers la pièce secrète, il prit des dispositions pour l'avenir. Le jeune homme avait raison. Je devais être d'accord avec ses arguments et lui permettre de prendre tous les éléments sélectionnés. Bob a rencontré le monsieur dans la cour. Il a été effrayé par la visite de l'invité de marque. Voyant le choix du propriétaire, le garde du corps a été choqué. Chaque épée avait sa propre histoire et sa signification ancienne. C'étaient quelques-unes des meilleures lames du entrepôt. Le jeune homme n'a pas oublié son partenaire et a apporté en cadeau une épée lourde avec une lame large. Le bonheur de son ami n'avait pas de limite. C'était une arme avec une énergie diabolique cachée qui ne pouvait être activée que par le véritable propriétaire. Un coup à la porte effraya à nouveau les partenaires, informant le propriétaire de la maison de l'ordre du souverain d'arriver au temple principal. Le grand prêtre était étonnamment gentil et bavard. Le professeur était satisfait des succès et des victoires de son meilleur élève et lui présenta en cadeau une leçon et des manuscrits sur l'amélioration des enseignements magiques que John étudiait dans le bosquet de bambou. C'était un trésor inestimable. Le premier gardien de l'Empire a demandé de manière inattendue au général de l'accepter pour la première fois. Ils ont parlé du troisième étudiant. Le stratège a confirmé l'opinion du maître de l'éducation, selon laquelle il s'agit d'une personne extraordinaire, digne de respect et d'attention. Après avoir communiqué avec le maître, le personnage principal a reçu la visite du chef du palais de justice. Sa demande était qu'il était nécessaire d'aider à retrouver et à détenir le tueur. Tout était compliqué par le fait qu'il était un représentant d'un très haut grade, dont les autorités judiciaires ne pouvaient être disposées. John n'était pas content de parler avec Tad, se souvenant des désaccords passés, mais a promis d'aider et s'est rendu chez Patricia pour obtenir des informations. Le festival principal de l'année approchait, qui devait être utilisé pour le soutien de nombreux résidents et invités des vacances. Le maître en éducation a collecté des informations sur tous les invités et les a transmises au personnage principal. Les rues de la capitale étaient joliment décorées de lanternes lumineuses, des foules d'invités marchèrent dans les rues. John et ses amis sont également venus à la célébration. Après avoir attendu qu'un détachement du clan des lames tranchantes arrive sur la place centrale, le troisième monsieur est venu à la rencontre et a salué le chef d'une famille nombreuse. Alan était insatisfait de l'arrêt et s'est indigné bruyamment, a demandé John en présence de la foule pour répondre à une question.
Ayant appris qu'il s'agissait du disciple du souverain, le père de famille salua le jeune homme, répondant à contre-cœur à sa question délicate sur le devoir envers l'Empire et la protection de l'ordre public, quelles que soient les circonstances, même si son enfant était le criminel. Les deux fils d'Alan suivirent leur ancêtre, jetant des regards haineux en direction de John. L'aîné sentait des dizaines de morts. Le plus jeune était enveloppé d'une puissante énergie démoniaque lors de la fête. Le souverain devait choisir l'un d'eux comme son prochain élève. Dans la soirée, Bob et sa petite amie revenèrent d'une taverne lorsqu'un inconnu les a arrêtés. Le démon était déterminé et exigea l'épée magique du garde du corps du protagoniste. L'étranger a adroitement utilisé ses mains. Il n'a eu besoin d'aucun effort supplémentaire pour assommer ses amis, qui ne s'attendaient pas du tout à une attaque. L'apparition de John a sauvé le chef d'escouade et le garde d'une effusion de sang insensée. Le pouvoir démoniaque du gars était énorme. Ce n'est qu'avec l'aide de connaissances magiques qu'il a été possible d'y faire face et d'arrêter le criminel, qui a avoué les meurtres de nombreux innocents dans le quartier. C'était le plus jeune fils du chef de l'ordre des lames tranchantes, mais l'exécutant des rites d'exécution démoniaque était le frère aîné, qui n'avait pas encore été arrêté. Le propriétaire de la salle de justice a remercié le personnage principal pour son aide. Malgré l'heure tardive, le troisième monsieur s'est rendu chez le père de famille et lui a fourni une liste des victimes de ses enfants. La conversation a été difficile. L'homme ne pouvait pas croire ce qui se disait, accusant le jeune homme de se battre avec des concurrents. Le jour principal de la fête était arrivé, où toute personne ayant une demande ou un problème pouvait compter sur le soutien du souverain. La tente avec le Seigneur suprême a été transportée dans les rues centrales de la capitale. Sullivan a salué ses sujets. Les résidents et les invités de la fête ont salué leur patron. Alan, qui n'avait pas dormi de la nuit, a écouté l'ordre du souverain d'inclure son fils aîné dans l'équipe de ses élèves et a prononcé un discours. Le chef du culte divin des démons a invité le chef du clan au temple et a appelé le troisième étudiant après avoir écouté l'histoire et le repentir du père. Il a promis de punir le jeune homme qui n'appartenait plus à lui. La famille. Alan a quitté le sanctuaire et Sullivan, omniscient, a essayé de comprendre l'étudiant pourquoi il a suggéré au père affligé, qui défend ses enfants jusqu'au bout, une issue digne pour préserver l'honneur de l'ordre. Le seigneur démon suprême regarda son élève, dont il ne pouvait pas entièrement prédire les pensées et les actions, se demandant ce qui se cachait dans la tête du jeune homme, ce que le petit renard avait à voir avec tous les événements et quels changements allèrent se produire dans un avenir proche. Le personnage principal n'a pas quitté l'enseignant des yeux, n'imaginant pas comment il traiterait les fils d'Alan, ceux qui l'attendaient s'il serait capable de réaliser son rêve le plus cher et de devenir libre, ou s'il était destiné au trône de pouvoir.